Voici l'histoire adaptée en français, en conservant le contexte et l'intégralité du récit original. Que s'est-il passé? Je vous invite à écouter l'histoire qui suit. Mon mariage avec Julien avait commencé sous les plus douces promesses. Nous avons mis de côté chaque centime sur nos modestes salaires d'employés et avons demandé un prêt immobilier à la banque pour acheter un petit appartement modeste dans le quartier de Belleville, à Paris. Je pensais souvent que tant que nous serions unis, nous surmonterions n'importe quelle difficulté. Comme j'avais tort. Depuis le jour où ma belle-mère, Madame Françoise, a emménagé avec nous sous prétexte de rester près de son fils en ville, notre petit appartement s'est transformé en une prison étouffante. Ce soir-là, un violent orage d'été s'abattait sur Paris. L'atmosphère à l'intérieur de l'appartement semblait tout aussi lourde, étouffante et oppressive, comme le reflet exact de mon état d'esprit. Je suis rentrée tard du travail et, à peine mon sac posé, j'ai retroussé mes manches et je suis allée dans la cuisine pour préparer le dîner. Dans la cuisine étroite, l'odeur de l'huile se mêlait aux effluves des plats qui mijotaient sur les plaques, me donnant la nausée. Je découpais de la viande, puis je me suis mise à éplucher des fruits pour le dessert. Mon esprit ne cessait de tourner autour des chiffres de ma fiche de paie et de la mensualité du prêt qui arrivait à échéance. Madame Françoise avait passé toute la matinée allongée sur le canapé du salon à regarder la télévision. Elle n'avait pas levé le petit doigt pour aider, mais ne cessait de se plaindre que je rentrais tard du travail, que j'étais une paresseuse et que je ne savais pas m'occuper de la famille. Depuis qu'elle avait emménagé, elle supposait que la maison avait été achetée par son fils grâce à ses propres efforts et que je n'étais qu'une profiteuse. Elle critiquait tout, aussi bien ma manière de cuisiner pour économiser le gaz que ma façon de laver le linge afin d'utiliser moins d'adoucissant. J'ai tout supporté en silence pour maintenir la paix au foyer. Je croyais que mon devoir de belle-fille était de respecter mes aînés. Le bruit de la chasse d'eau a rompu le silence. Madame Françoise venait de se doucher et sortait avec ses chaussons en plastique bleu encore détrempés. Le sol de notre salon, en grès cérame, était particulièrement brillant. J'avais demandé à Julien à maintes reprises d'acheter un tapis de bain pour l'entrée, mais il écartait toujours mes demandes en disant que je cherchais juste des excuses pour dépenser de l'argent. Et ce qui devait arriver, arriva. Alors que je plaçais avec précaution le dernier morceau de pomme dans l'assiette, un bruit sourd a retenti dans le salon. J'ai levé la tête en sursaut et, à travers la paroi vitrée qui séparait la cuisine du salon, j'ai vu Madame Françoise étendue sur le sol. Ses chaussons en plastique avaient glissé, laissant une longue traînée d'eau sur les carreaux brillants. Elle avait glissé toute seule. Il n'y avait personne près d'elle à ce moment-là. J'étais assez loin, dans la cuisine, tenant encore le couteau et l'assiette de fruits en main. Effrayée, j'ai tout posé sur le plan de travail et je me suis précipitée pour aider ma belle-mère. Mais, à cet instant précis, le bruit d'une clé dans la serrure de la porte d'entrée a retenti. Julien rentrait du travail. La porte en bois s'est ouverte brusquement, et dès qu'elle a vu son fils entrer, l'attitude de Madame Françoise a changé en un clin d'œil. Au lieu d'essayer de se lever avec une grimace de douleur, elle s'est laissée retomber au sol, s'est agrippée à la taille des deux mains, et s'est mise à hurler de manière inconsolable. Ses gémissements résonnaient dans tout le petit appartement, aigus et pleins d'angoisse. D'un doigt tremblant, elle m'a désigné directement, moi qui étais paralysée à l'entrée de la cuisine. Elle a articulé chaque mot avec une clarté glaçante, m'accusant sans le moindre fondement. Elle a dit que je lui en voulais pour des histoires d'argent et que je l'avais poussée exprès, la faisant lourdement retomber sur le dos. Elle pleurait et se lamentait d'avoir élevé un fils qui lui avait ramené à la maison une belle-fille malveillante et sans éducation qui voulait tuer sa belle-mère pour s'emparer de ses biens. Chacun de ces mots était comme un poignard s'enfonçant dans mon cœur. Je suis restée glacée, le corps froid, incapable de croire ce que je venais d'entendre. C'était une pièce de théâtre trop parfaite et, sans le vouloir, j'étais devenue la méchante la plus cruelle d'une pièce orchestrée par ma propre belle-mère. La scène que j'avais sous les yeux a fait perdre tout discernement à Julien. Il a jeté sa mallette en cuir sur le canapé, le visage rouge de colère. Il a couru vers sa mère et s'est agenouillé à ses côtés, essayant maladroitement de la soutenir par les épaules. En sentant son fils près d'elle, Madame Françoise a accentué son numéro. Elle gémissait sans cesse, se plaignant d'une douleur aiguë au bassin, les larmes ruisselant sur ses joues ridées. Je me suis précipitée hors de la cuisine, essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Je voulais dire à Julien que sa mère avait glissé toute seule, que la flaque laissée par ses chaussons était encore là, sur le sol. Mais avant même que je puisse prononcer quelques mots, Julien s'est levé d'un bond. Ses yeux étaient injectés de sang, terrifiant. Il ne m'a pas regardé comme un mari regarde sa femme, mais avec le regard d'un ennemi. Sans poser la moindre question,
sans tenter de discerner la vérité. Julien s'est approché de moi, a levé la main droite. Un claquement sec et violent a déchiré l'air oppressant de la pièce. Sa gifle, portée de toutes ses forces, a frappé ma joue gauche. La force du coup m'a fait perdre l'équilibre. Reculer en chancelant, puis heurter le réfrigérateur. Une douleur brûlante m'a traversé sur le champ. Mes oreilles bourdonnaient et des milliers de points lumineux dansaient devant mes yeux. Le goût métallique du sang a envahi ma bouche, tandis que ma lèvre se fendait. J'ai porté la main à ma joue enflée et levé un regard stupéfait vers l'homme qui se tenait devant moi. C'était le mari à qui j'avais consacré ma jeunesse. C'était l'homme pour qui j'avais supporté toutes les humiliations de sa mère juste pour maintenir la famille unie. Et maintenant, pour une calomnie sans fondement, il n'hésitait pas à utiliser la violence pour me punir. Julien m'a pointé du doigt, me lançant les paroles les plus méprisantes et les plus cruelles. Il m'a traité de femme sans cœur, capable d'attaquer une vieille dame avec qui je vivais sous le même toit. Il a affirmé que sa mère était âgée et fragile, qu'elle n'aurait pas pu tomber de cette manière si quelqu'un ne l'avait pas poussée. Il a dit qu'il avait été aveugle en laissant entrer chez lui un serpent venimeux comme moi. Sa défense aveugle et irrationnelle de sa mère révélait toute la faiblesse et la lâcheté qu'il avait si longtemps tenté de cacher. En voyant son fils me frapper, un éclair de triomphe a brillé dans les yeux de Madame Françoise, mais elle l'a rapidement dissimulé et a continué à se tordre au sol. Elle a gémi faiblement, une main sur la poitrine, feignant d'avoir du mal à respirer, pressant Julien de prendre son téléphone et d'appeler immédiatement les urgences au 112, disant que la douleur était insupportable, qu'elle était en train de mourir dans cette maison. En entendant cela, Julien a paniqué encore plus, a sorti son mobile de sa poche et a composé le numéro d'une main tremblante. Il m'a tourné complètement le dos, me laissant seule, la lèvre en sang, encore sous le choc de la gifle injuste et cruelle de l'homme avec qui je partageais ma vie. Soudain, mon esprit est devenu étrangement calme. Il n'y a eu ni cri de protestation, ni larmes de rage. La douleur physique de la gifle a été complètement éclipsée par la rupture de la confiance et de l'amour dans mon cœur. Je me suis rendu compte que ce mariage était pourri jusqu'à la moelle. Toute ma patience et mes sacrifices, au cours des 3 dernières années, ne m'avaient apporté que du mépris et des coups injustes. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai porté le dos de ma main à ma bouche et j'ai essuyé lentement la trace de sang. J'ai observé froidement la mère et le fils en train de jouer leur mélodrame familial, l'une feignant d'être à l'article de la mort, l'autre appelant frénétiquement à l'aide. Ils jouaient si bien que quiconque ne connaissant pas la vérité croirait que j'étais un monstre sans âme. En silence, j'ai glissé la main dans la poche du tablier que je portais et j'ai sorti mon téléphone portable. L'écran s'est allumé. J'ai ouvert l'application de gestion de la caméra de sécurité. Quelques mois auparavant, il y avait eu une série de petits vols aux portes et dans les couloirs de l'immeuble. Julien travaillait toute la journée et j'étais souvent seule à la maison. J'avais donc, avec mon propre argent, acheté une petite caméra et je l'avais installée secrètement dans un angle, près du plafond du salon. Par précaution, Julien n'avait aucune idée de l'existence de cette caméra. Il ne s'intéressait jamais à la maison et ne prêtait aucune attention aux objets du foyer. J'ai rembobiné l'enregistrement jusqu'à exactement 15 minutes plus tôt. Chaque détail de l'image et du son était enregistré avec une netteté impeccable. J'ai mis le volume du téléphone au maximum, le clic de la porte de la salle de bain, le bruit humide des chaussons détrempés, et le moment exact où les pieds de Madame Françoise ont glissé sur le sol brillant. Puis est venu le bruit sourd de la chute, suivi de l'ouverture de la porte par Julien, et de la voix aiguë, accusatrice, de ma belle-mère. La vidéo reconstruisait la vérité d'une manière crue et impitoyable. Je me suis approchée de la table basse du salon, où Julien se tenait debout avec le téléphone, attendant qu'on lui réponde. Je lui ai lancé mon téléphone avec force sur la surface en verre de la table, produisant un son sec. La vidéo s'est remise à défiler. Les cris de Madame Françoise s'entendaient avec une clarté limpide. Julien a sursauté et a baissé les yeux vers l'écran du téléphone. Ses yeux se sont agrandis comme des soucoupes. En regardant fixement chaque image qui défilait, il a vu clairement que j'étais au fond de la cuisine sans avoir touché sa mère. Madame Françoise, qui continuait à gémir, s'est tue immédiatement, a levé les yeux et son visage marqué par l'âge est devenu livide, rigide comme une statue. La pièce a sombré dans un silence terrifiant, seulement interrompu par le son de la vidéo qui révélait la vérité. Je me suis redressée et j'ai regardé Julien droit dans les yeux. Son regard reflétait une panique absolue. Sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche pour expliquer ou justifier quoi que ce soit, j'ai prononcé chaque mot avec fermeté et détermination. Divorçons. Une phrase courte,
mais lourde du poids de la libération. Je n'avais besoin ni d'excuses ni de larmes de repentir tardif. Tout avait dépassé les limites de ma résistance. Mes mots ont eu l'effet d'une douche froide pour Julien. Il est resté pétrifié, abaissant le téléphone qu'il tenait collé à l'oreille. De l'autre côté de la ligne, l'opératrice du 112 continuait de dire « Allô ?» Pendant ce temps, Madame Françoise, qui était au sol, s'est redressée maladroitement. Elle a complètement oublié qu'elle jouait le rôle d'une patiente avec une grave lésion de la colonne vertébrale et ne savait pas où mettre ses mains. La farce, dévoilée de manière si humiliante, l'a laissée sans voix. Je ne leur ai pas accordé plus d'attention. J'ai repris mon téléphone sur la table et, d'un geste décidé, j'ai effectué quelques manipulations sur l'écran. J'ai partagé la vidéo originale que je venais d'extraire directement dans le groupe WhatsApp de la famille Martin, où se trouvaient tous les oncles, cousins et autres parents de mon mari. J'ai envoyé la vidéo avec un seul message que j'avais moi-même écrit. Je vous envoie cette vidéo pour que toute la famille comprenne ce qui s'est passé. Par la présente, je mets officiellement fin à ce mariage rempli de souffrances. Je voulais couper court à toute tentative de manipulation ou de déformation de la vérité que Madame Françoise essaierait sûrement de diffuser dans mon dos auprès des proches. Après avoir envoyé le message, je me suis retournée. Je suis entrée dans la chambre et j'ai fermé la porte en claquant. J'ai sorti la valise de sous le lit. J'ai rapidement mis tous mes documents importants, mon livret d'épargne personnelle et quelques vêtements. Je n'ai emporté aucun objet de valeur que Julien m'avait offert. Je voulais partir avec la conscience tranquille et sans dette. Dans un coin de la chambre, mon chat, Peluche, était recroquevillé et effrayé par le bruit de tout à l'heure. J'ai pris Peluche et je l'ai mis avec précaution dans sa caisse de transport. C'était le seul être vivant dans cette maison qui m'avait apporté du réconfort durant les mois sombres que je venais de traverser. Quand je suis sortie dans le salon avec ma valise, Julien a semblé sortir de son choc. Il a couru pour bloquer la porte, essayant de m'arracher la valise. Son visage était un mélange de colère et d'orgueil profondément blessé. Il m'a crié dessus d'un ton autoritaire, m'ordonnant d'effacer immédiatement la vidéo du groupe WhatsApp familial. Il m'a menacé en disant que si je franchissais cette porte, il n'y aurait pas de retour possible. Ma belle-mère, derrière lui, a ajouté de l'huile sur le feu, m'accusant d'être une belle-fille rancunière. Une vieille dame s'exprime maladroitement et tu montes un scandale pour que toute la famille se moque de nous, a-t-elle dit. J'ai écarté brusquement la main de Julien de ma valise. La force de mon indignation l'a fait reculer d'un pas. J'ai ouvert la porte principale, je suis sortie sur le palier et j'ai marché directement vers l'ascenseur sans regarder en arrière. Ma démarche exprimait une détermination inébranlable, une rupture totale avec le lieu que j'appelais autrefois foyer. Assise dans le taxi, au milieu de la circulation agitée de la capitale, j'entendais mon téléphone vibrer sans cesse dans mon sac. Des dizaines de messages et d'appels provenaient du numéro de Julien. Il ne s'est pas excusé pour la gifle et n'a montré aucun remords pour la fausse accusation de sa mère. Ces messages étaient pleins d'arrogance, exigeant que je rentre immédiatement à la maison pour effacer la vidéo, en affirmant que je salissais l'honneur de la famille Martin. En lisant ces mots froids, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Je suis entrée dans les réglages et, sans hésiter, j'ai bloqué le numéro de Julien et ses comptes sur les réseaux sociaux. J'ai coupé toute forme de contact. J'ai demandé au chauffeur de taxi de rouler plus vite et de m'emmener directement chez mes parents. Le taxi s'est arrêté à l'entrée de la petite rue familière où ma famille vivait depuis des années. Le ciel de Paris s'assombrissait déjà. La lumière jaunâtre des réverbères se projetait sur les vieux murs couverts de mousse. Avec la valise dans une main et la caisse de transport du chat dans l'autre, j'ai avancé d'un pas lourd vers la cour de la maison. Dans la cuisine, la lumière fluorescente brillait intensément et le bruit des assiettes se mélangeait à l'arôme familier d'un ragoût de pommes de terre. Mes parents, qui mettaient la table, ont entendu le bruit dans l'entrée. Ma mère est sortie sur le perron et m'a vue dans cet état lamentable, les cheveux en bataille, et surtout avec une joue enflée et rougie par la marque de 5 doigts. Ma mère a fait tomber la louche qu'elle tenait. Elle a couru vers moi, a pris mon visage entre ses mains et ses yeux aimants se sont remplis de larmes de douleur. Mon père est sorti en courant de la maison, a vu la valise au sol et le visage meurtri de sa fille. Son expression s'est assombrie et ses mains cailleuses se sont serrées en poing, contenant la rage. Je me suis assise sur le banc en bois du salon et je leur ai raconté tout ce qui s'était passé durant cet après-midi de cauchemar. Je leur ai montré la vidéo sur mon téléphone. Tous deux sont restés silencieux. Mon père a soupiré profondément, a pris un pot de pommade et l'a appliqué avec précaution sur le gonflement de ma joue. Sa voix était grave, mais incroyablement ferme. Il a dit que notre famille, bien qu'humble, vivait selon des principes et dans le respect,
qu'il m'avait élevée pour devenir une femme digne et respectable, non pour qu'on me traite comme une ordure, qu'on m'accuse faussement et qu'on me frappe avec tant de cruauté. Ma mère a séché ses larmes et m'a serrée dans ses bras pour me consoler. Tous deux ont pleinement soutenu ma décision de divorcer et m'ont dit de rester à la maison, qu'ils me protégeraient de n'importe quelle tempête. À ce moment-là, j'ai senti la chaleur et la sécurité absolue que seul l'amour familial peut donner. C'était là mon véritable foyer. Pendant que j'étais réconfortée par l'amour inconditionnel de mes parents, ailleurs, la tempête médiatique commençait à se déchaîner. La vidéo que j'ai envoyée au groupe WhatsApp de la famille Martin ne s'est pas arrêtée là. Une cousine éloignée de la famille de mon mari, indignée par le comportement abusif de Madame Françoise et de son fils, a téléchargé la vidéo et l'a publiée. Dans un grand groupe Facebook, la vitesse de propagation sur les réseaux sociaux a été terrifiante. En quelques heures, la publication a attiré des dizaines de milliers de vues, des milliers de commentaires et de partages. La communauté en ligne a explosé d'indignation face à la terrible mise en scène de la belle-mère et à la lâche violence du mari. Les internautes ne cessaient de critiquer la complicité irrationnelle de Julien. Les insultes et les condamnations envers son comportement hypocrite ont inondé tous les forums. L'attention de l'opinion publique se concentrait désormais sur l'appartement où vivaient mère et fils. J'ai éteint le téléphone et j'ai mangé une assiette de nourriture chaude que ma mère m'a servie. Pour la première fois en 3 ans, j'ai senti mon âme légère, quant à la tempête qui se déchaînait dehors, qu'ils l'affrontent eux-mêmes. J'étais officiellement sortie de ce puits sombre. Le premier matin, où je me suis réveillée dans mon ancienne chambre chez mes parents, j'ai ressenti une paix inhabituelle. La lumière matinale filtrait par la fenêtre en bois, projetant des rayons dorés sur le sol familier en carrelage hydraulique. Il n'y avait plus de gémissements aigus de ma belle-mère, ni la peur constante de faire quelque chose qui puisse l'agacer. La maison de mes parents, bien que petite et simple, était remplie d'un amour immense, le refuge le plus sûr du monde. Pour le petit déjeuner, ma mère m'avait préparé une omelette aux pommes de terre fraîchement préparée, dont l'arôme d'oignons rissolés et d'œufs remplissait la cuisine. J'ai mangé chaque bouchée, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine, dissipant une partie du froid de la trahison. Après le petit déjeuner, j'ai préparé une théière de thé vert et je l'ai apportée à mon père. Pendant qu'il savourait sa tasse, je lui ai demandé la permission de me retirer dans ma chambre pour régler quelques affaires personnelles. Après avoir fermé la porte, je me suis assise sur le lit et j'ai pris mon téléphone. Quelque chose me disait que Julien essaierait d'accéder au compte de la caméra pour effacer la vidéo et sauver la réputation de sa mère. Et, par précaution, j'ai décidé de télécharger tous les enregistrements du dernier mois dans la mémoire de mon téléphone et de les synchroniser avec mon espace de stockage en ligne. Le processus a pris pas mal de temps. En attendant, la curiosité m'a amené à revoir d'anciens enregistrements des moments où j'étais au travail. L'écran montrait Madame Françoise, assise confortablement sur le canapé, avec la télécommande de la télé dans une main et mangeant des fruits avec l'autre. Contrairement à son aspect fatigué et maladif quand j'étais à la maison, elle semblait en parfaite santé et totalement détendue. J'ai fait défiler rapidement plusieurs séquences jusqu'à ce que je m'arrête sur un enregistrement du mardi de la semaine précédente, à midi. Julien était aussi au bureau. Dans la vidéo, Madame Françoise passait un appel vidéo avec un parent du village. J'ai monté le volume au maximum pour entendre chaque mot. La voix de Madame Françoise était stridente et remplie d'une satisfaction qu'elle ne pouvait cacher. Elle se vantait que tout allait comme prévu en ville. Elle disait à la personne à l'autre bout qu'elle me poussait délibérément à faire des heures supplémentaires et à travailler sans relâche pour utiliser mon salaire pour payer le reste de l'hypothèque. Elle calculait avec précision que dans seulement 2 ans, lorsque le prêt serait entièrement remboursé et que l'appartement serait libéré de toute hypothèque, elle trouverait le moyen de me mettre à la porte les mains vides. En entendant cela, un frisson a parcouru mon dos. Je ne pouvais pas croire que cette femme, aux cheveux déjà gris et qui parlait toujours des valeurs familiales, puisse être si tordue au point de prévoir d'exploiter le travail de sa belle-fille, mais le plus cruel restait à venir. Madame Françoise a baissé la voix, chargée d'un mépris absolu. Elle a dit que la raison pour laquelle elle devait me mettre à la porte était parce que j'étais malade. Elle a parlé de mon syndrome des ovaires polykystiques, avec les mots les plus blessants et méprisants. Elle m'a traité de femme inutile et d'arbre sec, incapable de lui donner un petit-fils pour continuer la lignée de la famille Martin après 3 ans de mariage. Chacun de ces mots était comme une aiguille acérée, s'enfonçant dans mon cœur saignant. Cette maladie était ma douleur secrète en tant que femme. J'avais pris d'innombrables médicaments amers et consulté d'innombrables médecins dans l'espoir d'avoir un enfant. Au lieu de compassion, ma belle-mère l'utilisait comme une arme pour me piétiner et m'abandonner. Mais ce n'était pas tout. L'enregistrement a ensuite révélé une vérité encore plus répugnante. Madame Françoise riait aux éclats,
se vantant d'avoir déjà jeté son dévolu sur une candidate bien plus convenable pour son fils. Il s'agissait de Laura, une jeune et séduisante infirmière, qui vivait seule dans l'appartement situé juste en dessous du nôtre. Elle racontait avec fierté comment elle avait apporté en cachette de la nourriture délicieuse à Laura et comment elle avait organisé des rencontres fortuites, pour que Julien tombe sur elle en allant sortir les poubelles ou faire les courses. Elle a assuré à son interlocuteur de ne pas s'inquiéter, qu'elle aurait bientôt un petit-fils dans les bras et que je n'étais qu'une étape temporaire pour que sa famille ait une maison décente dans la capitale. L'enregistrement a pris fin. Le silence dans la chambre était absolu, seulement rompu par ma propre respiration agitée. J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je n'ai pas pleuré parce que la colère avait brûlé toute faiblesse en moi. Je comprenais alors que, pendant tout ce temps, cette trahison était trop grande. Elle surpassait de loin la gifle injuste de l'après-midi précédent. Cet enregistrement accablant était la preuve irréfutable, me donnant une force invisible pour affronter les tempêtes qui s'annonçaient. J'allais faire payer un prix élevé à ceux qui avaient conspiré pour faire du mal aux autres. La nouvelle de la vidéo qui démasquait la chute simulée de ma belle-mère a secoué toute la famille Martin et s'est répandue sur les réseaux sociaux. Les voisins de l'immeuble ont aussi commencé à commérer. Au lieu de ressentir de la honte et du remords, mère et fils ont choisi de nier l'évidence pour protéger leur faux honneur familial. Environ 3 jours après mon déménagement chez mes parents, un taxi s'est arrêté devant notre porte. Mon père, qui arrosait des pots de fleurs dans la cour, a levé les yeux et a vu Julien descendre de la voiture. Il portait sa chemise habituelle, parfaitement repassée, et avait les cheveux soigneusement coiffés, mais son visage ne montrait aucune trace de remords. À la place, il y avait une expression d'agacement, d'arrogance et de défi. Les voisins curieux entrebâillaient leurs portes pour observer la scène. Julien n'a pas pris la peine de saluer les aînés. Il est entré directement dans notre cour. Mon père a posé l'arrosoir au sol, le visage sérieux. Julien s'est arrêté devant mon père, a hoché la tête brusquement et a lâché un « Bonjour, beau-père », forcé. Sans attendre que mon père l'invite à entrer, il a fait irruption dans le salon et s'est assis sur l'une de nos chaises en bois sculpté, croisant les jambes. Ma mère est sortie de la cuisine et, en voyant l'attitude irrespectueuse de son gendre, est restée silencieuse à côté de mon père, avec une déception évidente dans son regard. Je suis sortie de ma chambre et j'ai regardé l'homme que j'appelais autrefois Marie avec une indifférence totale. Julien a ouvert sa mallette noire, fleuve à format A4, soigneusement dactylographiée, et l'a jetée sur la table en verre devant moi. Il m'a indiqué d'un geste du menton de lire le contenu et de signer. J'ai pris le papier et mes yeux ont parcouru les mots en gras. Le titre était « Déclaration et reconnaissance de culpabilité ». En lisant chaque phrase, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, un rire amer et rempli de dédain. Dans cette déclaration, mère et fils avaient tissé une histoire complètement opposée à la vérité. Le contenu m'obligeait à admettre que j'avais renversé de l'eau exprès sur le sol de la salle de bain et du salon pour tendre un piège à ma belle-mère. Le document exigeait aussi que je publie des excuses publiques à Madame Françoise sur mon profil Facebook et que je précise que la vidéo était un malentendu dû à l'angle de la caméra. Enfin, il m'obligeait à promettre qu'à partir de maintenant, je servirais et prendrais soin de Madame Françoise diligemment pour réparer mon prétendu manque de respect. J'ai laissé le papier sur la table et j'ai regardé Julien dans les yeux. Je lui ai demandé s'il avait perdu la raison en apportant une telle ordure chez mes parents pour m'obliger à signer. Julien s'est levé d'un bond, furieux, et a commencé à crier au milieu du salon. Il a dit qu'à cause de la publication de la vidéo, ses amis et collègues de travail se moquaient de lui, que sa mère n'osait pas sortir de chez elle par peur que les voisins la pointent du doigt. Il a rejeté toute la faute sur moi, disant que j'étais une femme rancunière qui voulait détruire la famille. En voyant que je refusais de signer, Julien a commencé à utiliser des mots cruels pour m'humilier. Il s'est servi de ma maladie pour m'insulter devant mes propres parents. Il a dit que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, que j'avais du mal à avoir des enfants, que j'étais une femme défectueuse. Il a affirmé qu'à part lui, aucun homme ne serait assez aveugle pour épouser un arbre sec. Il m'a menacée. Si je ne signais pas les aveux et ne rentrais pas à la maison avec lui pour m'excuser auprès de sa mère, il divorcerait, me mettrait à la porte les mains vides et me laisserait dépérir seule dans ce coin. Les mots cruels de Julien étaient comme du sel versé sur la plaie de mes parents. Ma mère a éclaté en sanglots de peine pour sa fille. Mon père, le visage rougi, a fait un pas en avant, prêt à donner une leçon à son gendre effronté. Mais je l'ai rapidement retenu. J'ai gardé un calme surprenant. Et, discrètement, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement sur l'écran de mon téléphone, que j'avais déjà préparé dans ma poche.
J'ai laissé Julien déverser toutes ses insultes, enregistrant toute sa vilainie et sa nature méprisable et mensongère. Quand il a fini de proférer ses menaces, j'ai gardé l'enregistrement soigneusement. J'ai pointé la porte et, d'une voix claire, je lui ai ordonné de partir. Mon père lui a aussi crié de dégager immédiatement. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Julien, furieux, a pris sa mallette et est parti, non sans m'avoir lancé un regard de haine. Il n'avait aucune idée que les insultes proférées ce jour-là seraient le coup de grâce à son arrogance devant un tribunal. Une semaine après l'altercation de Julien chez moi, nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille dans une ruelle du quartier de Belleville. C'était une réunion pour discuter directement de la division des biens et des démarches légales avant de déposer la demande de divorce. Le café était presque vide. La douce musique instrumentale contrastait avec la tension entre nous. Julien était arrivé avant et était assis à une table isolée. Il buvait à petites gorgées un café glacé, avec la même expression arrogante, comme s'il me rendait service. Il a rompu le silence d'un ton froid et calculateur. Il a déclaré que l'appartement figurait à son nom sur le contrat de prêt immobilier et que la majeure partie de l'apport avait été donnée par ses parents quand nous nous sommes mariés. Par conséquent, il exigeait que je signe une renonciation aux biens et que je parte les mains vides. En guise de compensation, il me donnerait 500 € pour le transport et le déménagement. Je me suis assise les bras croisés, écoutant avec calme les calculs mesquins et sans âme de l'homme en face de moi. J'ai rappelé à Julien que les mensualités de l'hypothèque au cours des 3 dernières années avaient été payées intégralement avec mon salaire de comptable parce que son salaire suffisait à peine pour ses sorties, ses verres et ses relations sociales. De plus, les appareils électroménagers coûteux de la maison, du réfrigérateur et du lave-linge jusqu'au canapé, avaient été achetés par moi avec mes économies. Son exigence de garder tous les biens communs était absurde et illégale. En voyant que mes arguments étaient solides, Julien a changé d'expression. Il est revenu à sa vieille rengaine. D'un ton méprisant, il a dit qu'une épouse qui ne pouvait pas enfanter, qui était stérile, n'avait pas le droit d'exiger une partie des biens de la famille de son mari. Il a affirmé à voix haute que précisément parce que j'étais malade et ne pouvais pas lui donner un héritier, sa mère s'était sentie déçue, ce qui avait généré les conflits familiaux. Il s'est présenté comme un homme magnanime qui avait supporté de vivre avec une épouse défectueuse pendant des années. Par conséquent, maintenant, je devais être raisonnable et lui céder la maison pour qu'il puisse se remarier, avoir des enfants et accomplir son devoir filial. En entendant le mot stérile de sa bouche, je ne me suis pas fâchée, j'ai juste souri légèrement. Un sourire énigmatique. J'ai ouvert mon sac calmement et j'ai sorti une enveloppe en papier craft, soigneusement scellée. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table en verre vers lui. Je lui ai demandé de l'ouvrir et de lire attentivement le contenu avant de continuer à blâmer les autres. Julien a froncé les sourcils avec une expression claire de doute. Il a pris l'enveloppe, a rompu le seau et a sorti une feuille avec le logo de l'un des centres hospitaliers spécialisés en fertilité les plus réputés de la capitale. C'était un rapport de résultats médicaux. Les yeux de Julien ont parcouru les lignes imprimées. Soudain, ses pupilles se sont contractées. Son visage, auparavant rougi par l'arrogance, est devenu pâle. Les mains qui tenaient le papier ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Ce papier était le résultat d'un spermogramme au nom de Julien Martin. Il y a plus d'1 an, quand la pression de sa mère pour avoir un enfant était devenue insupportable, je lui ai suggéré plusieurs fois que nous allions ensemble faire un bilan de fertilité. Mais il a toujours refusé. Son orgueil était démesuré. Il croyait qu'un homme fort et sain comme lui ne pouvait pas être infertile, que mes ovaires polykystiques étaient forcément responsables. Incapable de le convaincre, j'ai eu recours à une ruse. Dans un moment d'intimité, j'ai recueilli un échantillon de son sperme dans un récipient médical stérile et je l'ai apporté au laboratoire de l'hôpital ce matin-là. Le résultat m'avait frappé comme la foudre. Le patient souffrait d'une oligospermie sévère. Le pourcentage de spermatozoïdes vivants et mobiles était presque nul. La possibilité d'une conception naturelle était pratiquement impossible. En réalité, la personne infertile dans ce mariage était Julien. Durant toute une année, j'avais gardé ce papier en partie par compassion, pour protéger son orgueil masculin, et en partie avec l'espoir qu'il change. J'avais préféré porter seul le poids de la maladie, boire les infusions amères que me préparait sa mère, juste pour maintenir la paix, mais mon sacrifice avait été en vain. J'ai regardé Julien, qui était assis comme une statue, avec des gouttes de sueur sur le front. Son arrogance s'était effondrée complètement. Son masque de moralité hypocrite était en miettes. La preuve irréfutable de cette vérité humiliante l'a laissé sans voix. Il savait parfaitement que si ce papier sortait au grand jour, l'honneur et la réputation de sa famille, si fière de sa lignée, seraient mis en pièces.
J'ai sorti de mon sac 2 copies de la demande de divorce, déjà signée par moi, et je les ai mises sur la table. Je lui ai dit froidement: les biens seront divisés à 50%, comme le veut la loi. Sinon, ce rapport médical sera envoyé à cette infirmière, Laura, et de toute ta famille. Pâle et humilié, Julien a pris le stylo en tremblant et a signé la demande sans broncher, acceptant la division des biens sans oser dire un mot de plus. L'affaire semblait réglée après que Julien a accepté de signer le divorce et l'accord de division des biens. Cependant, l'avarice et l'orgueil démesuré de Madame Françoise ne lui ont pas permis d'accepter ce dénouement. Quand elle a appris que son fils avait accepté de me donner la moitié de la valeur de l'appartement, elle est devenue furieuse. Elle a insulté Julien, le traitant de faible pour s'être laissé manipuler par une femme. Incapable d'accepter la perte d'une somme importante d'argent et rongée par la rancœur d'avoir été humiliée sur les réseaux sociaux, Madame Françoise a pris une décision téméraire et stupide. Elle est allée directement au commissariat de police du quartier pour déposer plainte contre moi pour agression sur une personne âgée. Un vendredi après-midi, alors que j'aidais ma mère à préparer des légumes, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout, une personne s'est identifiée comme un agent de police du quartier et m'a demandé de me présenter au commissariat immédiatement pour être entendue au sujet d'une plainte. Mes parents, en l'apprenant, se sont beaucoup inquiétés et ont voulu m'accompagner pour me protéger. Je leur ai souri pour les rassurer, leur disant que la vérité resterait la vérité. Celui qui ne doit rien ne craint rien, ai-je dit. J'avais des preuves plus que suffisantes pour démontrer mon innocence. Je me suis habillée de façon présentable. Munie de mon téléphone, de la vidéo originale et de l'enregistrement audio, j'ai pris un VTC jusqu'au commissariat. En entrant dans la salle d'accueil du commissariat, j'ai vu Madame Françoise assise sur un banc avec un air désolé. Elle portait un ensemble de soie sombre, un foulard sur la tête, et se massait constamment la zone lombaire en gémissant de douleur. Julien était à ses côtés avec la tête basse, sans oser me regarder. En me voyant apparaître, Madame Françoise a éclaté en sanglots, me désignant et se lamentant devant les 2 agents présents. Elle a raconté entre des sanglots que j'étais une belle fille ingrate. Que, par rancœur liée au partage des biens du divorce, je l'avais poussée délibérément de la salle de bain jusqu'au salon, lui causant une grave lésion de la colonne vertébrale qui l'avait laissé prostré au lit pendant des jours. L'officier de police m'a regardé avec sévérité et m'a demandé de m'asseoir sur la chaise en face pour prendre ma déposition. J'ai salué les agents avec éducation, d'un air parfaitement serein. Je ne me suis pas précipitée pour me défendre, ni ne me suis mise à discuter avec ma belle-mère. J'ai simplement déverrouillé le téléphone, connecté un câble à l'ordinateur de l'agent en suivant ses instructions, et j'ai dit clairement: « Avec votre permission, je remets aux autorités l'enregistrement original sans coupure ni montage, extrait de la caméra de sécurité installée dans le salon de ma maison au moment où les faits se sont produits. » Le fichier vidéo s'est ouvert immédiatement sur le grand écran. Les 2 agents l'ont observé avec attention. Toute la séquence est apparue avec une netteté totale. La flaque d'eau sur le sol, les chaussons mouillés, la chute naturelle de Madame Françoise et, surtout, ma position à ce moment-là, à plusieurs mètres de distance dans la cuisine. La vidéo contenait également l'intégralité de la bande sonore. On y entendait Madame Françoise crier et m'accuser faussement dès que Julien avait ouvert la porte. Un silence pesant est tombé dans le bureau. La vidéo était une preuve irréfutable qui démontait tous leurs mensonges grossiers. L'officier de police a éteint l'écran et s'est tourné vers Madame Françoise avec un regard très dur. À ce moment-là, elle a cessé de gémir. Elle est restée bouche bée. Son visage marqué par l'âge était pâle de peur, et ses mains tremblantes restaient agrippées au bord de son chemisier. Elle a bafouillé quelque chose sur l'angle de la caméra, mais sa piètre excuse a été immédiatement écartée. L'agent a frappé la table avec son stylo et, d'une voix ferme et autoritaire, lui a fait comprendre que son comportement n'était pas seulement un manque d'éthique familiale, mais qu'il pouvait également relever de la diffamation, de l'injure et de la transmission de fausses informations aux autorités. Il a expliqué qu'il s'agissait d'infractions graves à la loi, qui pouvaient entraîner une forte amende administrative et même des poursuites pénales si les conséquences étaient graves. En entendant le mot « pénal », la panique de Madame Françoise est devenue bien réelle. Ses jambes ont flanché, glissant presque du banc. Julien est aussi devenu pâle et, joignant les mains, s'est empressé de présenter ses excuses aux agents, expliquant que sa mère était âgée et n'avait parfois plus toute sa lucidité, et que c'est pour ça qu'elle avait agi de façon imprudente. Il a supplié les autorités d'être indulgentes et de lui permettre de retirer la plainte. L'agent a dressé un procès-verbal de l'incident et a exigé que la mère et le fils signent un engagement de ne pas récidiver dans des actes de diffamation ou d'altération de l'ordre public. Avec le procès-verbal à la main,
Madame Françoise a baissé la tête sans oser dire un mot et est sortie du commissariat avec son fils, plongée dans la plus profonde humiliation. La farce qu'elle avait elle-même orchestrée s'est terminée par une gifle symbolique de la loi portée à son masque de fausse moralité. 3 mois après cette tempête, le jour que j'attendais tant est finalement arrivé. Un matin d'automne, à Paris, clair et frais, avec une douce brise qui soufflait à travers les arbres aux feuilles rouges dans la rue, qui menait au tribunal judiciaire. Je portais une chemise blanche simple, un pantalon de tailleur noir, et mes longs cheveux attachés en queue de cheval. Mon père et mon avocat, maître Ruiz, qui m'avait accompagné sur le plan juridique durant toute cette période, étaient à mes côtés. Je marchais d'un pas ferme, me sentant légère, comme si on m'avait enlevé un poids immense de la poitrine. De l'autre côté du hall du tribunal, Julien est apparu. Il était seul, avec un aspect visiblement décharné. Il avait le visage creusé et des cernes sombres qui trahissaient sa fatigue. La pression de l'opinion publique, la peur que son secret d'infertilité ne soit révélé, et les plaintes constantes de sa mère à la maison, avaient probablement épuisé ses forces. En me voyant arriver, il a évité mon regard. Nous nous sommes assis sur des bancs opposés, attendant que le greffier nous appelle pour entrer. Le couloir était plongé dans un silence sépulcral. Soudain, Julien s'est levé et a marché lentement vers moi. Il s'est arrêté à 1 mètre de distance, a regardé du coin de l'œil mon père et maître Ruiz, et a chuchoté d'un ton de reproche, dans une dernière tentative de sauver quelque chose de son orgueil. « Dis-moi la vérité. Tu as tout planifié depuis le début. Tu as installé cette caméra exprès pour avoir l'opportunité de détruire la réputation de ma mère. » Il restait accroché à son rôle de victime innocente, piégée par une épouse calculatrice. En entendant ces pathétiques excuses, j'ai esquissé un léger sourire. Un sourire sans rancœur, seulement de pitié pour quelqu'un d'aussi aveugle et pitoyable. Je me suis mise debout, et je l'ai regardé fixement dans ses yeux fatigués. D'un ton calme, mais tranchant, je lui ai dit mot pour mot, « Va te regarder dans le miroir. Regarde l'homme lâche et faible que tu es devenu, incapable de défendre sa propre femme. La caméra est juste un objet qui a enregistré la vérité. Ce sont la méchanceté et la calomnie qui ont creusé la tombe de ce mariage. Et je n'ai pas oublié de lui donner un dernier conseil sincère. Apporte ce rapport de fertilité à cette infirmière, à Laura, avant de penser à te marier. Ne fais pas davantage souffrir une autre femme. » Mes mots, affilés comme des couteaux, ont eu l'effet d'une douche froide et l'ont laissé sans réponse. Il a reculé de quelques pas et est retourné à son siège avec le regard perdu. Un haut-parleur a annoncé nos noms pour entrer dans la salle. Comme nous avions déjà conclu un accord sur la division des biens, vendre l'appartement et partager l'argent à parts égales, et qu'aucun enfant n'était concerné, le juge a rapidement prononcé le divorce par consentement mutuel. Les questions de confirmation du tribunal ont résonné l'une après l'autre. J'ai répondu « oui » à chaque clause avec fermeté, sans hésiter. Julien a aussi murmuré ses réponses, signant l'acte d'une main tremblante. Quand le maillet du juge a frappé la table déclarant que le jugement de divorce était définitif et exécutoire, j'ai senti une vague d'air frais parcourir mon corps. Le divorce était scellé. Cette relation toxique de 3 ans était définitivement rompue, tant légalement qu'émotionnellement. En sortant du tribunal, le ciel semblait plus haut et plus bleu. La lumière dorée du soleil se reflétait sur l'asphalte. J'ai pris mon père par le bras et j'ai remercié sincèrement maître Ruiz. Ma vie commençait un nouveau chapitre, laissant derrière elle l'humiliation, les larmes et une belle famille cruelle. J'ai levé la tête, j'ai avancé. Je savais que le chemin devant serait long, mais avec la liberté, l'indépendance et l'amour inconditionnel de ma famille, j'étais prête à embrasser un avenir 1000 fois plus lumineux et plus paisible. La porte de la prison s'était fermée et, en même temps, la porte du bonheur et de la liberté s'ouvrait. Je pensais que le jugement de divorce par consentement mutuel, rendu par le tribunal judiciaire, serait le point final à cette saga épuisante. Mais je me trompais. L'avarice et la rancœur des gens peuvent être un puits sans fond. Madame Françoise ne pouvait pas accepter de devoir diviser la valeur de l'appartement. Elle considérait l'humiliation de l'incident au commissariat ne l'a pas fait réfléchir. Au contraire, elle a attisé le feu de son ressentiment. Elle était décidée à obtenir coûte que coûte une indemnisation pour un prétendu préjudice moral et une atteinte à son honneur, aux dépens de la belle-fille qu'elle considérait comme une traîtresse. Un matin, alors que je rangeais ma petite chambre chez mes parents, le facteur m'a remis une lettre recommandée. En ouvrant la grosse enveloppe, je suis restée stupéfaite de recevoir une assignation dans le cadre d'une action civile. La demanderesse était Madame Françoise. Le contenu de la demande m'accusait d'une atteinte à la vie privée.
Elle soutenait que ma décision d'installer un dispositif d'enregistrement vidéo et audio dans la maison, sans le consentement des autres membres de la famille, était une grave violation de la loi. Elle exigeait que le tribunal me condamne à lui payer 50 000 € à titre d'indemnisation pour les dommages psychologiques, moraux et de réputation qu'elle avait subis. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Pour faire pression sur l'opinion publique, elle a engagé quelqu'un pour écrire une longue et larmoyante publication sur Facebook. Elle s'y présentait comme une belle-mère âgée, bienveillante et travailleuse, qui avait sacrifié sa vie pour ses enfants. Elle se lamentait de la manière dont sa belle-fille moderne l'avait harcelée, en installant des caméras en cachette pour chercher ses défauts, et ensuite les publier sur Internet, après les avoir montés et sortis de leur contexte, dans le seul but de conserver l'appartement. La publication a été sponsorisée, atteignant des milliers de personnes et suscitant des réactions partagées de ceux qui ne connaissaient pas l'histoire complète. Beaucoup de personnes âgées, sans savoir la vérité, se sont mises à me critiquer, affirmant qu'une belle-fille qui planifie et tend des pièges à sa belle-mère de cette manière est immorale et viole les principes éthiques et familiaux. Tenant l'assignation du tribunal dans la main, j'ai soupiré doucement. Cette fois, je n'ai pas pleuré ni ressenti de panique. Mon cœur, forgé à travers tant de douleurs, était devenu fort. J'ai rassemblé tous les documents et effectué une copie de la publication diffamatoire sur Facebook. J'ai appelé pour prendre rendez-vous avec Maître Ruiz. C'était un avocat chevronné dans les affaires de droit de la famille, travaillant toujours avec intégrité et une compréhension profonde de la loi et des relations humaines. Dans son cabinet, Maître Ruiz a examiné minutieusement le dossier que je lui ai apporté. Il a analysé méticuleusement chaque point faible de la demande de Madame Françoise. Le salon était un espace commun de la famille, pas une zone privée et sensible comme une chambre ou une salle de bain. L'objectif de l'installation de la caméra était de protéger la sécurité et les biens de la famille. Selon la loi, cela ne portait pas atteinte au droit à la vie privée. De plus, les images extraites ne reflétaient que la vérité objective, sans distorsion ni manipulation. Maître Ruiz m'a conseillé non seulement de me défendre, mais de contre-attaquer activement en utilisant la loi pour protéger mon honneur jusqu'au bout. Nous avons décidé de rédiger une demande reconventionnelle à présenter devant le tribunal, dans laquelle nous accusions à notre tour Madame Françoise d'injure et de calomnie. L'arme principale de notre contre-attaque légale était cet enregistrement audio accablant que j'avais extrait de la caméra. La bande exposait sans détour son projet d'exploiter mon travail pour payer l'hypothèque, son intention de me mettre à la porte pour mon syndrome des ovaires polykystiques et sa conspiration pour ouvrir la voie à Julien vers la jeune infirmière. Toutes les preuves étaient incroyablement claires, percutantes et irréfutables. Le moment était venu de faire éclater la vérité devant la justice. Pour que ceux qui avaient de mauvaises intentions comprennent que la loi ne tolère jamais la méchanceté. Pendant que j'attendais que le tribunal examine la demande reconventionnelle et fixe une date pour le procès, les fausses rumeurs de la publication de Madame Françoise continuaient à circuler sur Internet. Les insultes ne m'affectaient pas seulement. Elles touchaient également mes parents. Quand ils allaient au marché ou se promenaient le matin, ils devaient supporter les murmures et commérages de certains voisins. Bien que mes parents me disent toujours de ne pas y faire attention, en voyant la tristesse dans leurs yeux, j'ai su que je ne pouvais pas rester silencieuse. Je devais parler, non pour discuter, mais pour rétablir mon honneur et celui de ma famille. C'est précisément à ce moment-là que le producteur d'une émission de débat en ligne, consacrée aux questions familiales et juridiques, m'a contacté. L'équipe connaissait l'histoire grâce aux réseaux sociaux et voulait m'inviter comme invité principal afin de raconter ma version des faits. Après y avoir réfléchi durant une journée, j'ai accepté. J'ai compris que ma prise de parole ne servait pas seulement à me défendre, mais constituait aussi un avertissement pour beaucoup de femmes qui subissent en silence les injustices d'un mariage oppressif. La diffusion en direct a eu lieu un soir de week-end. Je me suis assise sur un plateau sobre et silencieux face à un présentateur à la voix chaude et profonde. Les lumières des caméras m'ont rendue un peu nerveuse au début, mais en pensant aux larmes de ma mère, j'ai retrouvé le calme. Je ne portais pas de maquillage élaboré, juste un simple chemisier en soie de couleur claire. Mon visage reflétait l'expérience et la détermination. Le présentateur m'a interrogé sur l'origine des conflits familiaux. D'une voix posée et claire, j'ai relaté mes 3 années de vie comme belle-fille. J'ai parlé de la pression économique de devoir faire face à une hypothèque avec un salaire modeste. J'ai parlé de mes efforts pour créer un foyer, de ma patience et de la manière dont j'avais supporté les critiques constantes de ma belle-mère. Et surtout, j'ai eu le courage de parler de ma douleur la plus intime, le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai dit qu'être mère est le désir le plus profond de n'importe quelle femme. Avoir une maladie qui rend difficile la maternité est déjà une épreuve émotionnelle dévastatrice.
Cependant, au lieu de recevoir de la compréhension et du soutien de ma belle famille, ils m'ont transformé en un outil pour gagner de l'argent et m'ont méprisé comme un être sans valeur. J'ai relaté le moment où mon mari, faible et lâche, m'avait giflé au milieu du salon, simplement parce que sa mère avait glissé dans une flaque d'eau. J'ai mis l'accent sur le fait que la raison pour laquelle j'ai installé la caméra était de prévenir les vols, sans aucune intention d'espionner, ni de nuire à un membre de ma famille. Publier la vidéo avait été l'ultime acte d'autodéfense d'une femme acculée, accusée faussement et cruellement. L'émission a été diffusée en direct sur plusieurs plateformes. Je ne pouvais pas voir les réactions du public. Mais le producteur m'a informé que le nombre de spectateurs augmentait très rapidement. Mes paroles sincères, venues du cœur, ont atteint des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup de personnes âgées, même des belles-mères qui regardaient l'émission, ont laissé des commentaires de soutien. Elles ont condamné énergiquement la mentalité archaïque et machiste, et l'avarice démesurée de Madame Françoise et de son fils. Ceux qui m'avaient critiqué avant sont revenus sur leur jugement et se sont excusés. Mon histoire a généré une vaste vague de soutien. L'opinion publique s'est clairement rangée du côté de la vérité. La loi et l'humanité se sont unies pour démanteler complètement la tentative de diffamation de ma belle-mère. Cette nuit-là, en sortant du studio, j'ai respiré à fond l'air frais de la capitale. La bataille médiatique était terminée. La seule chose qui me restait était d'attendre la décision finale pour obtenir la justice que je méritais. Le jour de l'audience civile portant sur la demande d'indemnisation et la demande reconventionnelle pour diffamation est finalement arrivée. La salle du tribunal judiciaire n'était pas très grande, mais l'ambiance était solennelle et silencieuse. Je me suis assise à côté de Maître Ruiz sur le banc de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle avec une attitude digne et assurée. De l'autre côté, Madame Françoise et Julien se sont assis avec leur avocat sur le banc opposé. Madame Françoise était vêtue de façon plus simple que d'habitude, avec une expression de tristesse forcée pour susciter la compassion du tribunal. Le procès a commencé avec l'exposé de la partie demanderesse. L'avocat de Madame Françoise s'est levé et, d'une voix ferme, a présenté ses accusations. Il a utilisé un langage très dur, affirmant que mon acte d'installer un dispositif d'enregistrement en cachette était une violation de l'éthique et une atteinte à la vie privée et à la liberté personnelle d'une belle-mère âgée et fragile. Il a insisté sur le fait que la santé mentale de Madame Françoise s'était détériorée gravement, qu'elle n'osait pas sortir dans la rue par honte et que la réputation de la famille avait été salie sur les réseaux sociaux. Pour soutenir ses arguments, il a présenté des factures d'antidépresseurs et d'anxiolytiques que Madame Françoise avait achetées ces derniers mois, les présentant comme une conséquence directe du choc que je lui avais causé. Pendant que j'écoutais ces affirmations mensongères énoncées avec tant d'aisance, j'ai gardé une expression sereine. Quand notre tour est arrivé, Maître Ruiz s'est levé lentement. Son assurance professionnelle et sa logique impeccable ont capté immédiatement l'attention du tribunal. Il a commencé par réfuter l'accusation d'atteinte à la vie privée. Il a présenté un plan de l'appartement, démontrant que le salon était un espace commun ouvert, pas une zone d'intimité personnelle strictement protégée par la loi comme une chambre. L'objectif initial de la caméra était légitime. Après avoir démonté point par point l'absurde demande d'indemnisation de Madame Françoise, Maître Ruiz a présenté l'élément décisif de notre demande reconventionnelle. Il a demandé au tribunal l'autorisation de diffuser l'enregistrement audio que j'avais conservé. La salle est restée dans un silence complet. Un léger bourdonnement a précédé la voix aiguë et calculatrice de Madame Françoise, qui a résonné à travers les haut-parleurs du tribunal. Ses propos satisfaits sur son projet d'exploiter mon travail. Ses insultes méprisantes à propos de ma maladie et son plan éhonté pour me remplacer par l'infirmière Laura ont tous été exposés, sans omettre un seul mot. La voix claire et authentique de l'enregistrement a frappé comme un marteau contre le masque de fausse moralité de la mère et du fils. Madame Françoise s'est enfoncée dans son siège, couvrant son visage ridé et rougi par la honte. Julien a baissé la tête jusqu'à presque toucher la table, sans oser regarder personne. L'avocat qui les défendait est resté paralysé, sans voix, incapable de trouver un seul argument pour justifier la malveillance de sa cliente. Quand l'enregistrement a pris fin, Maître Ruiz a affirmé avec force que la véritable victime, la personne dont la dignité et l'honneur avaient été piétinés, c'était moi. Le comportement de Madame Françoise, qui m'avait accusé à tort de l'avoir poussée et avait publié des calomnies sur les réseaux sociaux, était le véritable délit qui devait être puni par la loi. Les preuves irréfragables avaient complètement démasqué le plan tordu. L'issue du procès ne faisait plus de doute. La ligne entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, avait été tracée clairement sous la lumière de la justice. Après une pause pour délibérer, le tribunal est revenu dans la salle.
Le président du tribunal, au visage sévère, a pris le jugement entre ses mains et a commencé à le lire. Sa voix, grave, mais remplie d'autorité, a résonné dans la salle, portant le poids de la loi comme un avertissement moral. Le tribunal a rejeté intégralement l'action de Madame Françoise, y compris sa demande d'indemnisation de 50 000 €. Le tribunal a estimé que l'installation de la caméra de sécurité dans le salon était légale et ne portait pas atteinte au droit à la vie privée. En même temps, le tribunal a fait droit à ma demande conventionnelle. En se basant sur les preuves concluantes de la vidéo et de l'enregistrement audio, le tribunal a conclu que Madame Françoise s'était rendue coupable d'injures et de diffamation, portant atteinte à l'honneur et à la dignité d'une autre personne. Le jugement l'obligeait à retirer toutes les publications mensongères des réseaux sociaux et à publier une rectification et des excuses publiques dans un délai de 30 jours. De plus, elle a été condamnée à payer tous les frais de procédure. En écoutant le jugement, Madame Françoise s'est retrouvée sans force. Les larmes d'un repentir tardif ont commencé à couler sur son visage vieilli. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes feintes destinées à apitoyer, mais l'amertume de se rendre compte que son avarice et sa méchanceté avaient eu un prix trop élevé. Elle avait non seulement perdu de l'argent et le respect de sa famille et de ses voisins, mais aussi une belle-fille qu'il avait autrefois traitée avec dévotion. Le juge a regardé Madame Françoise et l'a réprimandée avec gravité. Il lui a dit que les aînés d'une famille doivent être un exemple de moralité, de générosité et de pardon pour les générations plus jeunes. Utiliser des ruses pour nuire à un membre de sa propre famille est l'un des plus grands péchés, car il détruit les fondements des liens familiaux. Julien a aidé sa mère à sortir du tribunal. Ils ressemblaient à deux êtres vaincus. Leur arrogance et leur suffisance avaient complètement disparu. Plus tard, d'après ce que m'ont raconté quelques connaissances, j'ai appris que leur vie n'avait pas été facile du tout. Terrorisé à l'idée que le rapport révélant son infertilité ne soit rendu public et accablé par le mépris social, Julien s'est marié rapidement lors d'une petite cérémonie avec Laura, l'infirmière. Le mariage a été discret, sans le soutien de la famille, mais la vérité finit toujours par sortir. Ce mariage construit sur des mensonges et des intérêts personnels s'est rapidement effondré. Laura n'était pas une belle fille soumise comme moi. Elle se disputait constamment avec Madame Françoise à propos de l'argent et du mode de vie. L'incapacité de Julien à avoir des enfants était devenue un conflit insurmontable pour le nouveau couple. L'appartement est devenu un champ de bataille rythmé par des disputes interminables. Madame Françoise a vécu tourmentée par le remords d'avoir détruit la paix de sa propre famille. Le plus grand châtiment pour eux n'a pas été le jugement du tribunal, mais de devoir vivre le reste de leur vie avec le remords et le malheur qu'ils avaient créé eux-mêmes. Toutes les démarches judiciaires étaient terminées. L'histoire s'achevait sur la victoire de la raison. Julien et moi avons convenu de vendre l'appartement de Belleville à un jeune couple. L'argent de la vente, après avoir soldé le prêt, a été partagé à parts égales. J'ai reçu la part qui me correspondait pour mon travail et mes sacrifices. Un week-end, je suis revenue pour la dernière fois à l'appartement pour récupérer mes dernières affaires et remettre les clés. L'espace était vide. Presque tous les meubles étaient partis, laissant un espace silencieux. J'ai marché lentement dans chaque coin. Les souvenirs de ces 3 années de ma jeunesse me sont revenus. La petite cuisine où je préparais des dîners tardifs, le canapé où je m'écroulais de fatigue et le sol carrelé et brillant où la tragédie avait commencé. Tout appartenait désormais au passé. Mon cœur n'hébergeait plus de haine ni de rancœur, seulement un calme serein. Ce qui s'était passé avait été une grande leçon qui m'avait aidé à comprendre la nature humaine et ma propre valeur. Je suis montée sur une chaise pour démonter la petite caméra de sécurité du plafond. J'ai nettoyé avec précaution la poussière de la lentille et je l'ai tenue dans ma main. Ce petit objet inanimé avait été mon sauveur, m'aidant à échapper à l'ombre de la fausse accusation et à retrouver mon honneur. J'ai gardé la caméra dans mon sac et j'ai fermé doucement la porte en bois. Un clic a résonné, définitif et libérateur. J'ai pris l'ascenseur et j'ai laissé derrière moi ce qui avait autrefois été la tombe de mon amour. J'ai pris un taxi pour revenir chez mes parents. En entrant, le doux arôme de jasmin flottait dans l'air. Mon père jouait aux échecs avec un voisin à l'ombre d'un arbre. Ma mère équeutait des haricots verts sur le perron. Mon chat, Peluche, dormait placidement à côté d'elle. En me voyant arriver, ma mère m'a souri avec tendresse et m'a dit de me laver les mains pour déjeuner. Le repas était simple, un peu de filet mignon grillé, une salade de tomates et un morceau de pain, mais il contenait l'ingrédient le plus délicieux du monde, l'amour familial. Assise auprès de mes parents, entourée de leur affection, j'ai regardé la cour ensoleillée. Avec l'argent de la vente de l'appartement, je m'étais acheté une nouvelle moto
et je m'étais inscrite à un cours de comptabilité avancé pour progresser dans ma carrière. Le médecin m'a dit que ma maladie pouvait être bien contrôlée avec une attitude positive et un mode de vie sain. La vie n'est jamais une impasse, si nous avons le courage de laisser derrière nous ce qui nous fait du mal. Après la tempête, je me suis rendu compte que la valeur d'une femme ne réside pas dans le fait de plaire à sa belle-mère, ni ne dépend d'un mauvais homme. Elle réside dans son indépendance, son estime de soi, et sa capacité à se relever par ses propres moyens. Ce déjeuner était rempli de rires. C'était le commencement d'une nouvelle vie, lumineuse et libre, qui m'ouvrait la porte vers des jours de paix et de bonheur.